Chez le notaire, j'ai découvert la trahison de mes parents, mon frère hérite de tout, et moi de rien. J'ai discrètement annulé tous les virements. Un mois plus tard, ma mère m'envoie un texto. Le crédit est dû. J'ai répondu, pas le mien. Cette simple phrase a mis fin à des années de sacrifices silencieux et a déclenché une guerre familiale que je n'aurais jamais imaginée. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au début. Cette histoire est intense et pleine d'émotions. Avant de plonger dans les détails de cette trahison familiale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Mon nom est Taï, j'ai 32 ans. Ce matin-là, tout avait commencé comme d'habitude. L'air frais de Lyon piquait mes joues alors que je supervisais le chantier d'un appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. L'odeur de la sciure de bois et de la peinture fraîche, le bruit des outils, le balai des artisans, c'était ma symphonie, mon univers. J'avais bâti mon entreprise, Taï Rénovation, à partir de rien, avec pour seuls outils ma détermination et une passion dévorante pour la transformation des espaces. Chaque mur que j'abattais, chaque plan que je dessinais, était une victoire sur un passé où l'on m'avait toujours appris que ma place était dans l'ombre. Le téléphone a vibré dans la poche de mon jean de travail. Un numéro inconnu. J'ai décroché d'un ton pressé, pensant à un fournisseur en retard. Allô, Madame Taï ? Maître Lambert à l'appareil, le notaire de vos parents. Sa voix était formelle, dénuée de toute chaleur. J'ai immédiatement senti une pointe d'agacement. Encore des papiers. Depuis des années, j'étais devenue la référente administrative de la famille. C'était moi qu'on appelait pour les problèmes de box internet, les déclarations d'impôts, les soucis complexes que mes parents ne voulaient pas gérer. Vos parents souhaiteraient votre présence à mon étude cet après-midi, pour une communication importante concernant leur planification successorale. Planification successorale ? Mes parents, Didier et Martine, n'avaient qu'une soixantaine d'années et une santé correcte. L'urgence semblait étrange. Très bien, maître. Je peux me libérer à 16 heures, ai-je répondu, déjà en train de réorganiser mentalement mon emploi du temps. En traversant la ville pour me rendre dans le quartier chic de la Presqu'île, une vieille promesse m'est revenue en mémoire. J'avais peut-être 10 ans. Mon père, Didier, m'aidait à construire une maquette compliquée pour l'école. Mon frère, Gaspard, de 5 ans mon cadet, venait de casser son nouveau jouet et pleurait à chaudes larmes. Mes parents s'étaient précipités pour le consoler, me laissant seul avec mes plans et ma colle. Voyant ma déception, mon père était revenu plus tard et m'avait dit, en me passant la main dans les cheveux, « Ne t'inquiète pas, ma grande. Tu es si intelligente et responsable. Concentre-toi sur tes études, travaille dur. Papa et maman seront toujours justes. Nous serons toujours équitables avec vous deux. » Cette promesse. Je m'y étais accroché comme à une bouée de sauvetage pendant toutes ces années. Elle justifiait mes efforts, mes sacrifices, ma conviction que le travail acharné serait un jour reconnu. L'étude du notaire était un lieu intimidant, tout en boiserie sombre et en fauteuil de cuir épais. J'ai été conduite dans une salle de réunion. Ils étaient déjà là. Mon père, regardant fixement la table. Ma mère, triturant nerveusement le fermoir de son sac à main. Et Gaspard, à côté d'eux, arborant un calme presque insolent. En les voyant, j'ai su. J'ai su que quelque chose était profondément anormal. La promesse de mon père résonnait dans ma tête, mais pour la première fois, elle sonnait faux. Elle sonnait comme le prélude d'une terrible trahison. Maître Lambert nous a invités à nous asseoir. Je me suis installée en face d'eux, de l'autre côté de l'immense table en acajou poli. Un gouffre nous séparait, bien plus large que quelques mètres de bois verni. L'atmosphère dans la pièce était lourde, oppressante. Les murs étaient ornés de diplômes et de gravures anciennes, témoins silencieux d'innombrables histoires de famille, de secrets et de règlements de compte. Le silence n'était brisé que par le tic-tac discret d'une horloge de parquet, chaque seconde semblant étirer une attente insupportable. « Merci d'être venu, Taï », commença le notaire, en ajustant ses lunettes. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ici pour discuter des dispositions que vos parents ont décidé de prendre concernant leur patrimoine. Il a ouvert un dossier cartonné.
Le bruit du papier semblait assourdissant dans le silence de la pièce. Je vais être direct, a-t-il poursuivi d'un ton clinique. Didier et Martine ont pris la décision de léguer l'intégralité de leurs biens à leur fils, Gaspard. Il sera leur unique héritier. Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids et tranchants comme du verre brisé. J'ai cru avoir mal entendu. Mon cerveau refusait de traiter l'information. J'ai tourné la tête vers mes parents. Ma mère fixait un point invisible sur le mur. Mon père avait le regard rivé sur ses mains, posées à plat sur la table. Pardon, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant qu'un murmure. Le notaire a continué, imperturbable, comme s'il lisait une simple liste de courses. La maison familiale de Caluire et Cuire, les comptes d'épargne, les assurances-vie, ainsi que tous les biens mobiliers reviendront à Gaspard à leur décès. Il a fait une pause, puis a ajouté, comme pour adoucir le coup, vous concernant, Taï, vos parents ont stipulé que vous recevriez la collection de timbres de votre père et les livres de recettes de votre grand-mère maternelle. Un coup de poing en pleine poitrine. Des timbres et des livres de recettes. Après des années à être leur pilier, leur soutien financier, leur solution à tous les problèmes. C'était une insulte. Une blague de très mauvais goût. C'est une plaisanterie, ai-je demandé, en cherchant le regard de mon père. Il a finalement levé les yeux. Ils étaient fuyants, remplis d'une sorte de honte mal dissimulée. Taï, a-t-il dit d'une voix qu'il voulait ferme mais qui tremblait légèrement. Nous avons longuement réfléchi. Tu as si bien réussi. Tu as ton entreprise, tu n'as besoin de rien. Gaspard. Gaspard a besoin de plus de sécurité. Ma mère a enchaîné, sa voix aiguë et cassante. Nous essayons juste d'être pragmatiques, ma chérie. Tu as toujours été si douée pour te débrouiller seule. Te débrouiller seule. Cette phrase, qu'ils avaient toujours utilisée comme un compliment, me frappait maintenant comme la pire des condamnations. J'avais été si compétente qu'ils m'avaient jugée indigne de leur soutien, de leur héritage. Puis, la bombe finale a été lâchée par Maître Lambert. De plus, il est important de noter que vos parents ont récemment contracté une nouvelle hypothèque sur la maison. Mon sang s'est glacé. Ils ont emprunté la somme de 150 000 € pour financer le nouveau projet commercial de Gaspard. Les mensualités de ce crédit s'élèvent à 1 500 €. 1 500 €. La somme exacte. La somme que je leur virais chaque mois, depuis plus d'1 an, pensant les aider à payer leurs factures et à alléger leur quotidien. Mes genoux se sont mis à trembler sous la table. La trahison était totale. Ils ne m'avaient pas seulement déshérité. Ils m'avaient utilisé, manipulé pour financer les rêves de mon frère avec mon propre argent, tout en planifiant de tout lui donner. J'ai regardé ma mère. Tu m'avais dit que c'était pour refaire la toiture, ai-je chuchoté. Elle a eu la décence de rougir. Le projet de Gaspard est arrivé, c'était une opportunité. Je me suis levée lentement. Mon corps semblait peser 1 tonne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une sorte de calme glacial m'avait envahi. Je les ai regardés, un par un. Mon père, lâche. Ma mère, manipulatrice. Mon frère, parasite. Ils n'étaient plus ma famille. Ils étaient des étrangers. Merci, maître, ai-je dit d'une voix blanche. J'ai compris. En quittant la pièce, j'ai entendu ma mère m'appeler, Taï, attends. On en reparlera dimanche, au déjeuner. Je me suis arrêtée sur le seuil, sans me retourner. Il n'y aura plus de déjeuner du dimanche. En sortant de l'étude du notaire, le bruit de la ville m'a agressée. Les klaxons, les conversations, le ronronnement du tramway, tout me semblait assourdissant, irréel. Je marchais comme une automate, mon esprit tourbillonnant, essayant de donner un sens à l'absurdité de la situation. Ce n'était pas la perte de l'argent qui me faisait le plus mal. C'était la destruction de cette illusion que j'avais entretenue pendant 32 ans, celle d'une famille, imparfaite certes, mais juste. Sur le chemin du retour, au volant de ma camionnette, les souvenirs ont commencé à affluer, non pas comme des vagues de nostalgie, mais comme des preuves à charge dans le procès de mon enfance. Chaque souvenir était une pièce du puzzle, et une fois assemblés, ils formaient l'image hideuse d'une injustice systémique. Je me suis souvenu de mes bulletins de notes,
toujours impeccable, affiché sur le frigo pendant une semaine avant d'être remplacé par un dessin de Gaspard. Je me suis souvenu de mes compétitions de gymnastique, où mes parents arrivaient souvent en retard et partaient avant la remise des médailles, alors qu'il ne manquait jamais un seul match de rugby de mon frère, qu'il pleuve ou qu'il vente, s'époumonnant sur le bord du terrain. La différence la plus flagrante est apparue à l'adolescence. À 17 ans, j'avais passé tout l'été à travailler dans une boulangerie pour m'acheter mon premier scooter. J'étais si fier. Le jour de ses 16 ans, Gaspard a trouvé une petite voiture d'occasion garée devant la maison, avec un gros ruban rouge. La justification de mes parents ? Un garçon, c'est différent, Taï. Il a besoin de plus d'indépendance. Puis il y a eu l'université. J'avais obtenu une bourse au mérite pour intégrer l'école d'architecture de Lyon, mais elle ne couvrait pas tout. J'ai dû contracter un prêt étudiant et cumuler 2 jobs, serveuse dans un café près de la fac le matin, et dessinatrice pour un petit cabinet d'architecte le soir. Mes nuits étaient courtes, mes journées interminables. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mais aussi avec des cernes jusqu'aux genoux et une dette à rembourser. Gaspard, lui, après un bac obtenu de justesse, a été inscrit dans une école de commerce privée hors de prix. Ses frais de scolarité, son logement, son argent de poche, tout était pris en charge. On investit dans son avenir, disait mon père. Et le mien, alors ? Mon avenir, j'avais dû le construire moi-même, brique par brique, dans la sueur et le manque de sommeil. Mais c'est là, dans cette solitude et cette lutte constante, que j'ai découvert ma force. La nécessité m'a rendue créative, résiliente. J'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi-même. Et cette prise de conscience a été à la fois douloureuse et libératrice. En y repensant maintenant, assise dans ma camionnette au milieu des embouteillages lyonnais, une terrible vérité m'est apparue. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter leur amour et leur respect. Chaque réussite scolaire, chaque projet professionnel mené à bien, chaque euro que je leur envoyais, était une tentative désespérée de leur prouver ma valeur. Je pensais que si je devenais indispensable, si je construisais une forteresse de succès et de stabilité financière, ils finiraient par me voir. Ils finiraient par être fiers de moi, aussi fiers qu'ils l'étaient de Gaspard pour ses maigres accomplissements. Quelle idiote! J'avais tout faux. Mon succès ne les impressionnait pas, il les arrangeait. Ma force ne leur inspirait pas le respect, elle leur donnait la permission de m'ignorer. J'étais leur plan de secours, leur police d'assurance, leur filet de sécurité. Et pendant ce temps, Gaspard était leur projet, leur passion, l'investissement de leur cœur. La colère a commencé à monter en moi, une colère sourde et profonde. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une rage froide, lucide. Ils avaient exploité ma plus grande qualité, ma résilience, pour en faire ma plus grande faiblesse. Ils avaient utilisé mon désir d'être aimé pour me manipuler. Ces souvenirs n'étaient plus des cicatrices. Ils étaient des blessures ouvertes, et je savais que la seule façon de les guérir était de cautériser le mal à la racine. Et cette racine, c'était le flux d'argent inconditionnel qui coulait de mon compte en banque vers le leur. Si vous étiez à ma place, après une telle prise de conscience, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous continué à aider, en espérant un changement ? Ou auriez-vous coupé les ponts immédiatement ? Dites-le-moi dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre avis. De retour à mon bureau, j'ai fermé la porte à clé. Le silence de l'atelier, habituellement si apaisant, me semblait lourd de menaces. J'avais besoin de concret, de preuves, de quelque chose de tangible pour ancrer la folie qui tourbillonnait dans ma tête. La trahison avait un visage, mais je voulais connaître son ampleur, son coût exact. J'ai allumé mon ordinateur, mes gestes précis et méthodiques, comme lorsque je commence un nouveau projet. Mais cette fois, le projet, c'était de déconstruire ma propre vie, de faire l'inventaire de mes illusions. J'ai ouvert mes archives financières, les relevés de compte des 5 dernières années. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul sur Excel. Le titre, Coût de la famille. C'était cynique, mais c'était la seule vérité qui me restait. J'ai commencé à remplir les lignes, une par une. Chaque entrée était un souvenir douloureux. Ligne 1, réparation de la toiture de la maison de Caluire. 12 000 €. Ma mère m'avait appelé en panique, parlant d'infiltration, de devis exorbitants. J'avais payé sans discuter,
reportant l'achat d'un nouveau logiciel de modélisation 3D pour mon entreprise. Ligne 2, frais médicaux non remboursés pour le cœur de papa. 20 000 €, étalés sur plusieurs mois. Je me souviens de son soulagement, mais aussi de sa gêne. On te remboursera un jour, ma fille, avait-il dit. Une promesse en l'air. Ligne 3, aide pour le rachat de leur voiture. 8 000 €. La leur était tombée en panne, et c'était indispensable pour leurs rendez-vous médicaux. Ligne 4, soutien mensuel. C'était la ligne la plus longue, la plus douloureuse. J'ai fait le total. 90 000 €. 90 000 € envoyés mois après mois, en pensant leur offrir une retraite confortable. Le total s'est affiché en bas de l'écran. Plus de 130 000 € en 5 ans. J'ai eu le souffle coupé. C'était le prix d'un apport pour un appartement à Lyon. C'était le prix de plusieurs années de développement pour mon entreprise. C'était le prix de ma naïveté. Mais le pire était à venir. J'avais les accès à leurs comptes en ligne, je les avais mis en place moi-même des années auparavant pour les aider à gérer leurs finances. Une curiosité morbide m'a poussé à me connecter. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je franchissais une ligne, mais après ce qui s'était passé chez le notaire, toutes les lignes avaient été effacées. J'ai regardé l'historique de leurs transactions. Et là, j'ai vu. Le schéma était d'une clarté diabolique. Le 5 de chaque mois, virement entrant de tes rénovations, 1500 €. Le 7 ou le 8 de chaque mois, virement sortant vers Gaspard des 1000 €, parfois 1200 €. Le libellé était toujours vague, aide familiale, cadeau. J'ai dû me tenir au bureau pour ne pas tomber. Mes jambes ne me portaient plus. Ce n'était pas seulement qu'ils m'avaient déshérité. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient utilisé mes virements pour payer une hypothèque secrète. C'était pire. Ils avaient systématiquement détourné l'argent que je leur donnais, l'argent que je gagnais à la sueur de mon front, pour le donner à mon frère. J'étais le sponsor officiel de la vie médiocre de Gaspard. Je payais ses sorties, ses gadgets, ses projets ratés. Chaque fois que ma mère me disait « on a du mal à finir le mois », c'était un mensonge. Ils ne finançaient pas leur retraite, ils finançaient la vie d'adulte immature de leur fils préféré. J'ai senti une nausée monter. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais refusé des vacances, des dîners entre amis, un nouveau manteau, en me disant que je devais économiser, que ma famille avait besoin de moi. Ils m'avaient transformé en une machine à sous, et Gaspard était celui qui appuyait sur le bouton pour récupérer les gains. La colère a laissé place à un sentiment de dégoût profond. Mes doigts ont trouvé la souris. J'ai ouvert l'application de ma banque professionnelle. La section « Virement permanent » s'est affichée. Il n'y avait qu'une seule ligne. Bénéficiaires, Didier et Martine D. Montant, 1500 €. Prochaine exécution, le 5 du mois prochain. Mon doigt a survolé le bouton « Supprimer ». Il n'y a eu aucune hésitation. Aucun doute. Juste un clic. Sec. Définitif. Un message de confirmation est apparu, votre virement permanent a bien été annulé. J'ai fermé l'ordinateur. Un silence de mort régnait dans le bureau. Le lien financier était rompu. Je savais que le lien émotionnel, lui, venait de se briser pour toujours. La guerre était déclarée, et je venais de couper leur ligne de ravitaillement. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Un calme plat, lourd, comme le silence qui précède un violent orage. Je me suis plongé dans le travail avec une frénésie nouvelle. Chaque coup de marteau, chaque mur repeint était une façon d'évacuer la rage et la peine qui bouillonnaient en moi. Je ne les ai pas appelés. Ils ne m'ont pas appelé. Nous étions dans une sorte de déni collectif, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas. Mais je savais que ce silence ne durerait pas. Le 5 du mois approchait, la date fatidique. Le 6 au matin, mon téléphone est resté silencieux. J'ai imaginé ma mère, vérifiant son compte en ligne, fronçant les sourcils, se disant qu'il y avait peut-être un simple retard. Le 7, la tempête a éclaté. Mon téléphone a commencé à vibrer sans interruption sur mon bureau. 3 appels manqués de ma mère. Un message vocal. Puis un SMS. Chérie, il doit y avoir un problème avec la banque. Ton virement n'est pas passé.
Peux-tu vérifier? Bisous. Le « bisou » final était d'une hypocrisie à me donner la nausée. J'ai ignoré le message. 30 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. La tension était palpable. Je savais qu'il commençait à paniquer. Finalement, vers midi, alors que j'étais en pleine réunion avec un client, ma mère a rappelé. J'ai décliné l'appel. Une seconde plus tard, un nouveau texto, beaucoup moins amical. Taï, réponds s'il te plaît. Le prélèvement pour le crédit passe demain. C'est urgent. Le mot « crédit » a fait son effet. Il ne prenait même plus la peine de mentir. J'ai attendu la fin de ma journée, laissant leur anxiété monter. Ce n'était pas de la cruauté, mais une nécessité. Je devais leur montrer que les règles du jeu avaient changé. Vers 19h, assise dans le silence de mon appartement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé leur numéro. Ma mère a décroché à la première sonnerie, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. Taï. Enfin. On était si inquiets. Il y a eu un souci avec ton compte? Non, maman. Il n'y a aucun souci, ai-je répondu, ma voix plus calme et plus froide que je ne l'aurais cru possible. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, je ne comprends pas. Le virement? Il n'y a pas eu de virement parce que je l'ai annulé. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'entendais sa respiration, rapide et saccadée. Annulé? Mais, pourquoi? C'est à cause de la réunion chez le notaire? Tu nous punis. Le mot « punir » m'a fait éclater d'un rire sans joie. Punir? Non. Je protège mes finances. Je cesse de financer une hypothèque que vous avez contractée dans mon dos pour un projet qui n'est pas le mien, pour une maison qui ne sera jamais la mienne. C'est tout. J'ai entendu des chuchotements, puis la voix de mon père a explosé dans le combiné. Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? Ta mère est en larmes. Tu es complètement irresponsable. Irresponsable, ai-je rétorqué, la colère montant enfin. J'ai été responsable pour vous tous pendant 10 ans. J'ai payé vos factures, vos dettes, vos caprices. J'ai financé la vie de mon frère sans même le savoir. Qui est l'irresponsable ici? Nous sommes tes parents. Tu nous dois le respect. Tu as des devoirs, a-t-il hurlé. Mon seul devoir est envers mon entreprise et mon propre avenir. L'avenir que vous avez tenté de saboter. La conversation a tourné au vinaigre. Les reproches ont fusé, les menaces à peine voilées. Ça s'est terminé par une phrase de mon père, pleine de venin, si c'est comme ça que tu le prends, alors ne t'attends plus à être la bienvenue ici. C'était censé me briser, me faire plier. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti une immense vague de soulagement. La cage était enfin ouverte. Ça me va très bien, ai-je dit doucement. Au revoir. J'ai raccroché. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. C'était un silence de libération. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu le fameux texto de ma mère. Court. Pathétique. Le crédit est dû. J'ai regardé le message pendant une longue minute. Puis j'ai tapé ma réponse, 2 mots qui résumaient ma nouvelle vie. Pas le mien. La guerre était loin d'être finie, mais je venais de remporter la première bataille. Et je savais que les suivantes seraient encore plus terribles. Je pensais naïvement qu'après notre confrontation téléphonique, ils comprendraient. Qu'ils me laisseraient tranquille, se contentant de me rayer de leur vie comme ils m'avaient rayé de leur testament. Mais j'avais sous-estimé leur dépendance, et surtout, la méchanceté de mon frère. Le silence qui a suivi mon fameux texto n'était pas un signe d'acceptation, mais le calme avant une attaque bien plus sournoise. Environ 2 semaines plus tard, j'étais en lice pour le plus gros contrat de ma carrière, la rénovation complète d'un hôtel particulier dans le Vieux-Lyon pour le transformer en un hôtel boutique de luxe. C'était un projet prestigieux, celui qui pouvait faire passer mon entreprise à un niveau supérieur. J'avais passé des nuits blanches sur la proposition, peaufiné chaque détail. J'avais une excellente relation avec le propriétaire, Monsieur Dubois, un homme d'affaires âgé, rigoureux mais juste. Un après-midi, je reçois un appel de sa part. Son ton, habituellement cordial, était glacial.
Madame Tailly, j'ai reçu des informations préoccupantes. Mon cœur s'est serré. Préoccupantes? À quel sujet, monsieur Dubois? On m'a laissé entendre que votre entreprise connaissait de graves difficultés financières. Que vous étiez au bord du dépôt de bilan et que vous preniez des contrats pour simplement renflouer les caisses avant de disparaître. J'étais abasourdi. C'était un mensonge absolu. Mon entreprise était plus saine que jamais, surtout maintenant que je ne subventionnais plus ma famille. Monsieur Dubois, je vous assure que c'est totalement faux. Ma société est parfaitement solvable. D'où viennent ces rumeurs? Il y a eu une hésitation. La personne a souhaité rester anonyme. Un homme. Il s'est présenté comme un ancien fournisseur mécontent. Il était très convaincant, il avait l'air de bien connaître votre situation, familiale. Familiale. Le mot a résonné comme un coup de gong. Gaspard. Il n'y avait que lui. Seul lui pouvait connaître assez de détails pour rendre son histoire crédible, et assez de malveillance pour vouloir me détruire. La jalousie qu'il avait toujours eue pour ma réussite venait de se transformer en une arme de destruction. Il m'a fallu 1 heure au téléphone, promettant de fournir tous les bilans comptables nécessaires et de mettre monsieur Dubois en contact avec mes plus gros clients pour qu'ils attestent de mon sérieux, pour finalement le rassurer. J'ai sauvé le contrat, mais de justesse. La confiance avait été ébranlée. Tremblante de rage, j'ai appelé Gaspard. Il a répondu d'un ton faussement enjoué. Tiens, ma sœur. Quelle surprise. Arrête ton cirque, Gaspard. C'est toi qui as appelé monsieur Dubois, n'est-ce pas? Il y a eu un petit silence, puis un rire sec. Un rire que je ne lui avais jamais entendu. Froid, méprisant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu dois être stressé. Trop de travail, peut-être? Tu sais, maman s'inquiète pour ta santé mentale. Sa dernière phrase m'a glacé le sang. Ce n'était pas une simple remarque. C'était une menace. C'était la confirmation qu'ils agissaient de concert. Lui attaquaient ma vie professionnelle, et ma mère, ma réputation personnelle. Et en effet, le lendemain, j'ai reçu un appel d'une de mes plus anciennes amies, devenue architecte dans un grand cabinet. Elle était visiblement mal à l'aise. Taï, écoute, c'est un peu bizarre, mais ta mère vient d'appeler mon patron. Quoi? Pourquoi? Elle lui a raconté que tu traversais une période très difficile, une sorte de burn-out sévère, que tu prenais des décisions financières erratiques et qu'elle s'inquiétait que tu ne puisses plus gérer la pression. Elle a demandé à ton patron de garder un œil sur toi. J'ai dû m'asseoir. Ils essayaient de me faire passer pour folle. Pour instable. C'était une stratégie diabolique. Si je n'étais pas saine d'esprit, alors ma décision de leur couper les vivres n'était pas un choix rationnel, mais le symptôme d'une maladie. Ils ne cherchaient pas seulement à me faire plier, ils cherchaient à détruire ma crédibilité, à me discréditer aux yeux de tous, pour que personne ne croie ma version de l'histoire. C'était une tentative de me voler ma propre réalité. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu peur. Pas peur de perdre de l'argent ou des contrats. Peur de l'abîme de noirceur que je découvrais chez les personnes qui m'avaient mise au monde. Ils n'allaient pas s'arrêter. Jusqu'où-iraient-ils pour récupérer leur source de revenus? Le coup de grâce, l'humiliation suprême, a eu lieu quelques semaines plus tard. Ma tante Pascale, la sœur cadette de ma mère, organisait le baptême de son petit-fils. C'est une femme que j'ai toujours aimée, la seule dans la famille de ma mère à avoir toujours fait preuve de bon sens et d'une certaine forme de justice. Elle m'a appelé personnellement, sa voix empreinte d'une sincère tristesse. Taï, je sais que c'est compliqué en ce moment. Mais c'est une fête de famille. J'aimerais tellement que tu viennes. Peut-être que ce sera l'occasion de calmer les choses. J'étais partagée. Une partie de moi voulait crier et refuser. L'autre, la petite fille en moi qui espérait toujours, se disait qu'elle avait peut-être raison. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Ce fut une terrible erreur. Je suis arrivée seule, avec un cadeau pour le bébé et un nœud à l'estomac. La fête avait lieu dans le jardin de leur maison à Écully. Le soleil brillait, les enfants riaient. Un tableau de bonheur familial parfait. Trop parfait. J'ai vu mes parents et Gaspard de l'autre côté de la pelouse.
Dès qu'ils m'ont aperçu, une sorte de signal silencieux a semblé passer entre eux. Le spectacle allait commencer. J'ai à peine eu le temps de saluer ma tante que ma mère s'est approchée, les yeux déjà rougis. Elle a attendu d'être au centre d'un petit groupe de cousins et de vieilles tantes pour lancer son attaque. Taï. Ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix tremblante, assez fort pour que tout le monde entende. Je suis si contente que tu sois venue. Je m'inquiétais tant pour toi, toute seule. C'était le début de son numéro. Elle a commencé à raconter une version complètement déformée de l'histoire. Elle a parlé de notre petite dispute, de mon comportement étrange et impulsif, de son inquiétude pour ma santé fragile. Elle n'a jamais mentionné le testament, ni l'hypothèque secrète. Elle a juste peint le portrait d'une fille ingrate et mentalement instable qui avait soudainement abandonné ses parents vieillissants. Puis, le clou du spectacle. Elle a sorti un mouchoir et a commencé à pleurer, de vraies larmes de crocodile. Votre père et moi, nous ne savons plus quoi faire. Nous risquons de perdre la maison où vous avez tous grandi, a-t-elle sangloté en s'adressant à l'assemblée. Et notre fille, notre propre fille, nous tourne le dos. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Gaspard est alors intervenu, jouant le rôle du fils loyal et protecteur. Maman, arrête, tu vas te faire du mal. Ça ne sert à rien. Elle a toujours été comme ça. Jalouse. Égoïste. Tout ce qui compte pour elle, c'est son argent. Le poison se répandait. Je voyais les regards changer. La compassion initiale pour moi se transformait en méfiance, en jugement. Une vieille cousine m'a même lancé un regard noir en secouant la tête. Je me sentais prise au piège, jugée par un tribunal familial dont le verdict avait été décidé d'avance. J'ai ouvert la bouche pour me défendre, pour crier la vérité, mais aucun son n'est sorti. À quoi bon? Ma parole contre les larmes d'une mère éplorée? Je n'avais aucune chance. C'est ma tante Pascale qui a mis fin à la mascarade. Elle s'est approchée, a posé une main ferme sur le bras de ma mère. Martine, ça suffit, a-t-elle dit d'une voix basse mais pleine d'autorité. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Tu es en train de gâcher la fête de ton petit-neveu. Ma mère l'a regardée, choquée que quelqu'un ose interrompre sa performance. Un bref éclair de fureur a traversé ses yeux avant qu'elle ne se recompose un masque de victime. J'en avais assez vu. L'humiliation était totale. J'ai murmuré des excuses à ma tante, lui ai donné le cadeau, et je suis partie, sans un regard en arrière. En traversant le jardin, j'entendais les chuchotements dans mon dos. J'ai marché la tête haute, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Il n'avait pas seulement essayé de détruire ma réputation professionnelle, il venait de tenter d'assassiner mon image au sein de ma propre famille. En m'asseyant dans ma voiture, les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. Des larmes de rage, d'impuissance et de chagrin. Ils avaient voulu la guerre. C'était clair maintenant. Mais ils avaient fait une erreur. Ils pensaient m'avoir brisé. En réalité, ils venaient de réveiller en moi une force que j'ignorais posséder. La petite fille qui voulait être aimée était morte ce jour-là, dans ce jardin ensoleillé. À sa place se tenait une femme qui ne se battrait plus pour l'amour, mais pour la vérité. Et j'allais m'assurer que tout le monde l'entende. Le lendemain de la fête, le goût amer de l'humiliation était encore présent. Mais il était mêlé à une nouvelle saveur, la détermination. Fini de subir. Fini de me justifier en vain. J'allais contre-attaquer, non pas avec des cris et des larmes, mais avec des faits. Des faits froids, implacables, indiscutables. J'ai passé toute la journée du dimanche dans mon bureau. J'ai rassemblé tous les documents que j'avais déjà compilés, les relevés bancaires montrant mes virements, les factures médicales que j'avais payées, les devis des travaux de la maison. J'ai ajouté les relevés de compte de mes parents, mettant en évidence le transfert systématique de mon argent vers le compte de Gaspard. J'ai scanné chaque document, les organisant dans un dossier numérique que j'ai nommé « La vérité ». Puis, j'ai rédigé un email. J'ai pesé chaque mot, enlevant toute trace d'émotion, ne laissant que les faits. J'ai expliqué la situation de manière chronologique et factuelle, le soutien financier constant depuis des années, la réunion chez le notaire, le contenu du testament, la découverte de l'hypothèque secrète et enfin, le détournement de fonds vers Gaspard.
C'était un récit clinique de leur trahison. La seule personne à qui j'ai envoyé ce dossier fut ma tante Pascale. Je savais qu'elle était la seule à pouvoir être une arbitre impartiale et respectée au sein de la famille. Je lui ai écrit, « Tante Pascale, je ne te demande pas de prendre parti. Je te demande seulement de lire ceci. C'est ma vérité, soutenue par des preuves. Fais en ce que tu jugeras juste. » 2 jours plus tard, elle m'a appelé. Sa voix était grave. « Taï, j'ai tout lu. Je n'ai pas de mots. C'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ta mère et ton père ont perdu la tête. » « Je sais », ai-je simplement répondu. « Je ne peux pas laisser les choses comme ça », a-t-elle continué. « La famille entière pense que tu es le monstre. Ils doivent savoir. Avec ta permission, j'aimerais partager une version résumée de tout ça avec les oncles, les tantes et les cousins. Sans les détails bancaires les plus crus, mais avec les éléments essentiels. » J'ai hésité une seconde. Exposer ainsi sa propre famille était une décision terrible. Mais il m'avait poussé à bout. « Fais-le », ai-je dit. Ce que ma tante a fait ensuite a été d'une intelligence remarquable. Elle n'a pas envoyé un email accusateur. Elle a rédigé un message empreint de tristesse, expliquant qu'elle avait eu accès à des documents éclaircissant la situation, et qu'elle pensait qu'il était important, pour le bien de la famille, que tout le monde comprenne la pression et le fardeau que Taï avait porté seule pendant des années. Elle a mentionné le testament déséquilibré, le soutien financier majeur et constant de ma part, et certains arrangements financiers récents et malheureux. C'était une façon élégante de tout dire sans entrer dans une guerre ouverte. Elle a conclu en invitant chacun à la réflexion et à la prudence avant de porter un jugement. L'effet a été immédiat et dévastateur pour mes parents. Le premier appel est venu de mon oncle, le frère de mon père. Il était bref et concis. « Taï, je t'appelle pour te présenter mes excuses. J'ai été un imbécile de croire ta mère sur parole. Puis ce fut ma cousine. J'ai honte. J'ai honte de la façon dont je t'ai regardé au baptême. Ce que tes parents t'ont fait est impardonnable. » Les messages se sont succédés. Le mur de mensonges qu'ils avaient si soigneusement construit s'effondrait brique par brique. La vérité, une fois libérée, faisait son chemin. Mes parents et Gaspard, qui avaient été au centre de l'attention et de la compassion, se sont retrouvés isolés, leurs mensonges exposés au grand jour. La banque, de son côté, n'avait pas attendu la résolution de nos drames familiaux. Mes parents ont reçu une lettre de mise en demeure, la dernière étape avant la saisie de la maison. Le projet de bar de Gaspard, sans mes injections de capital, s'était effondré comme un château de cartes. La réalité les rattrapait violemment. J'avais gagné. La vérité avait triomphé. Mais alors que je regardais mon téléphone, vibrant de messages de soutien, je ne ressentais aucune joie. Aucune satisfaction. Juste un vide immense. J'avais détruit leur réputation pour sauver la mienne. J'avais exposé leurs péchés pour laver mon honneur. Mais à la fin, nous avions tous perdu. Nous avions perdu ce qui nous liait autrefois, une famille. Et cette victoire avait le goût amer de la cendre. La victoire est censée être douce. La mienne était amère, granuleuse, comme si j'avais la bouche pleine de sable. Les appels de soutien de la famille se sont taris, remplacés par un silence gêné. J'avais été réhabilité, mais le sujet était devenu tabou. J'avais gagné la guerre, mais je me retrouvais seul sur un champ de bataille dévasté. Les semaines suivantes ont été parmi les plus étranges de ma vie. Extérieurement, tout allait pour le mieux. J'avais signé le contrat avec Monsieur Dubois, mon carnet de commandes était plein, mon entreprise prospérait. Mais intérieurement, j'étais en ruine. Un sentiment de vide m'avait envahi. La rage qui m'avait porté pendant des semaines s'était dissipée, ne laissant derrière elle qu'un immense épuisement et une profonde solitude. Je travaillais de manière mécanique, du lever au coucher du soleil. Le travail était mon refuge, le seul endroit où je n'avais pas à penser. Mais le soir, en rentrant dans mon appartement silencieux, la réalité me rattrapait. Je m'asseyais sur mon canapé, fixant le mur, sans même la force d'allumer la télévision. J'avais coupé les ponts avec mes parents et mon frère, mais en le faisant, j'avais l'impression d'avoir amputé une partie de moi-même, une partie malade, certes, mais une partie de moi quand même. C'est durant cette période que j'ai revu Aurélien.
Je l'avais rencontré quelques mois auparavant sur un projet commun. C'était un architecte talentueux, un homme calme, à l'écoute, dont la sérénité contrastait violemment avec le chaos de ma propre vie. Nous avions sympathisé, mais j'étais trop absorbée par mes problèmes pour envisager quoi que ce soit. Il m'a appelé un soir, prétextant une question technique sur un matériau. Je savais que c'était une excuse. Ma voix devait sonner aussi fatiguée que je l'étais. « Tout va bien, Taï ?» m'a-t-il demandé doucement. Et pour une raison que j'ignore, j'ai craqué. Les larmes que je retenais depuis des semaines ont jailli, incontrôlables. Je n'ai rien dit, je n'ai fait que pleurer au téléphone, comme une enfant. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas posé de questions. Il a juste attendu, en silence. Puis il a dit, « Je suis en bas de chez toi dans 20 minutes. Ne cuisine pas. J'apporte des sushis. » Quand il est arrivé, j'avais le visage bouffi, les yeux rouges. J'avais honte. Il n'a fait aucun commentaire. Il a simplement déballé la nourriture sur ma table basse. Nous avons mangé en silence. Ce n'était pas un silence gênant, mais un silence apaisant. Après le dîner, il m'a regardé et a dit une chose qui a tout changé. « Tu n'es pas obligée d'être forte tout le temps, tu sais. » Cette simple phrase a fait tomber toutes mes défenses. Il ne me voyait pas comme « Taï l'entrepreneuse à succès » ou « Taï la victime d'une famille toxique ». Il me voyait juste moi, une femme épuisée qui avait le droit d'être vulnérable. Ce soir-là, je lui ai tout raconté. L'injustice, la trahison, la colère, l'humiliation, et maintenant, ce vide immense. Il a écouté, sans jamais m'interrompre, sans jamais me juger. Il n'a pas essayé de me donner de conseils ou de réparer mes problèmes. Il a simplement été là. Sa présence était un baume sur mes blessures. Grâce à lui, j'ai commencé à comprendre que ma valeur ne résidait pas dans ma capacité à endurer ou à me battre. Elle résidait simplement dans le fait d'exister. Lentement, très lentement, j'ai commencé à remonter la pente. Ce n'était pas une guérison miraculeuse. C'était un processus lent, fait de haut et de bas. Il y avait des jours où la colère revenait, d'autres où la tristesse me submergeait. Mais pour la première fois, je n'étais plus seule pour y faire face. Quelqu'un était là, non pas pour me sauver, mais pour me tenir la main pendant que j'apprenais à me sauver moi-même. Un mois s'était écoulé. Un mois de reconstruction silencieuse. Aurélien et moi nous voyions régulièrement. Sa présence calme et stable était l'encre dont j'avais besoin. Il ne me posait jamais de questions sur ma famille, attendant que je vienne à lui. Avec lui, j'apprenais ce qu'était une relation saine, basée sur le respect mutuel et non sur un système de dettes et d'obligations. Un matin, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une enveloppe qui a fait sursauter mon cœur. L'écriture sur le devant était celle de mon père. Une écriture d'ingénieur, précise, presque dessinée. C'était la première communication directe que j'avais d'eux depuis des semaines. J'ai hésité à l'ouvrir. J'avais peur d'y trouver une nouvelle salve de reproches, une tentative de manipulation, une demande d'argent déguisée. Je l'ai laissée sur la table de l'entrée toute la journée, comme une bombe à retardement. Finalement, le soir, avec Aurélien à mes côtés, je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas une longue lettre. Juste une page. L'encre avait bavé à un ou deux endroits, comme si des gouttes étaient tombées sur le papier. « Ma chère Taï », commençait-elle. J'ai commencé et jeté cette lettre une douzaine de fois, ne trouvant jamais les mots justes. Il n'y en a peut-être pas. La simple vérité, c'est que ta mère et moi avons été terriblement injustes avec toi, pendant de nombreuses années. Nous avons pris ton succès et ta responsabilité pour acquis. Nous t'avons vu comme une solution, pas comme notre fille. C'est notre plus grande honte. La réunion chez le notaire a été le point culminant de notre aveuglement. Ta réaction, bien qu'elle nous ait fait beaucoup de mal, était justifiée. Nous le savons maintenant. Nous avons mis la maison en vente. Nous allons déménager dans un appartement plus petit. C'est humiliant, mais nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, nous allons vivre selon nos moyens, et non selon ta générosité. Gaspard a trouvé un travail. Un vrai. Il ne s'en vante pas. Je ne m'attends pas à ce que cette lettre répare les dégâts. C'est probablement impossible. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris.
Tard. Trop tard, sans doute. Mais j'ai compris. Pardon. Papa. J'ai relu la lettre 3 fois. Il n'y avait aucune excuse. Aucune justification. Juste un constat, brutal et honnête. Le mot « pardon » était écrit à la fin, seul sur sa ligne. Il semblait si petit, et pourtant si lourd de sens. Pour la première fois, ce n'était pas une tentative de manipulation. C'était un aveu de défaite. Aurélien a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas », ai-je murmuré. J'ai mis 2 jours à me décider. Puis, j'ai appelé mon père. La conversation a été la plus étrange que nous ayons jamais eue. Maladroite. Hésitante. Pleine de silence. Il ne m'a rien demandé. Je ne lui ai rien offert. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps, de son nouveau travail de consultant à temps partiel. Mais sous ces banalités, quelque chose de nouveau se tissait. Une forme de communication plus honnête, débarrassée des attentes et des ressentiments. Il m'a avoué que ma mère vivait très mal la situation. Elle s'était enfermée dans le déni, se considérant comme la victime. Elle n'était pas prête à s'excuser. « Laisse-lui du temps », a-t-il dit. Quant à Gaspard, il était apparemment différent. L'échec de son projet et l'obligation de travailler pour un salaire minimum lui avaient mis une claque. En raccrochant, je n'étais pas euphorique. La blessure était toujours là, profonde. Mais je sentais qu'une porte s'était entr'ouverte. Pas une porte pour revenir en arrière, mais une porte vers un futur possible, un futur où nous pourrions peut-être coexister, non plus comme une famille fusionnelle et toxique, mais comme des adultes liés par le sang, chacun à sa place, avec des frontières claires et respectées. Le pardon était encore loin, mais le chemin venait peut-être de s'éclaircir. Les mois qui ont suivi ont été un exercice d'équilibre délicat. Reconstruire une relation sur des ruines n'est pas chose aisée. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais d'apprendre à vivre avec, en définissant de nouvelles règles. J'ai revu mon père plusieurs fois, toujours en terrain neutre, dans des cafés ou des parcs. Nos conversations étaient prudentes, nous avancions à tâtons sur ce nouveau territoire. Il ne m'a plus jamais parlé d'argent. Il me posait des questions sur mon travail, sur Aurélien, avec un intérêt que je ne lui avais jamais connu. J'ai compris qu'il faisait un effort sincère pour me voir, moi, Taï, et non plus Taï la source de revenus. Ma mère a fini par m'appeler. Son « pardon » était maladroit, entortillé dans des justifications. Tu sais, une mère veut toujours le meilleur pour ses enfants. J'ai cru bien faire. J'ai peut-être été maladroite. Ce n'étaient pas les excuses franches que j'espérais, mais c'était tout ce qu'elle était capable de donner. Je les ai acceptées, non pas pour elle, mais pour moi. J'ai accepté que je n'obtiendrais jamais la reconnaissance que j'avais tant cherchée, et cette acceptation a été une forme de libération. Notre relation est restée distante, polie. Une trêve cordiale. Le plus compliqué a été Gaspard. Il a fallu près de 6 mois avant que nous nous retrouvions face à face, à l'initiative de ma tante Pascale. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot anonyme. Il avait changé. Il avait perdu son arrogance. Il semblait fatigué, plus mûr. Il a eu du mal à me regarder dans les yeux. Il a remué sa cuillère dans son café pendant de longues minutes avant de parler. J'ai été un con, a-t-il fini par dire. C'était direct. Inattendu. J'étais jaloux de toi. Depuis toujours. Tout te semblait facile. Les études, le travail. Tu réussissais tout. Et moi, je ratais tout. Au lieu d'essayer de faire mieux, j'ai voulu te salir. C'était minable. Surtout l'appel à ton client. Je regrette. Son aveu n'a pas effacé la douleur, mais il a ouvert une brèche. J'ai vu en lui non plus un parasite, mais un jeune homme immature, écrasé par le poids de ses propres échecs et de la comparaison constante. Ça a été minable, oui, ai-je répondu, sans agressivité. Tu m'as fait beaucoup de mal, Gaspard. Je sais. Notre relation ne serait plus jamais celle d'une grande sœur protectrice et d'un petit frère turbulent. Cette dynamique était morte. Mais peut-être pouvions-nous devenir autre chose. Des adultes. Des frères et sœurs, avec leurs histoires et leurs cicatrices.
Le premier dîner, familial, a eu lieu presque un an après la réunion chez le notaire. C'était dans le nouvel appartement de mes parents, un endroit plus modeste mais coquet. J'y suis allée avec Aurélien, mon bouclier et mon soutien. Gaspard était là aussi, avec sa nouvelle petite amie, une jeune femme simple et sensée qui semblait avoir une bonne influence sur lui. L'atmosphère était tendue. Remplie de non-dits. Mais nous avons parlé. De choses et d'autres. Du travail de Gaspard dans une entreprise de logistique. Du projet de mon père de donner des cours de maths à des lycéens. De mon prochain grand chantier. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, pas d'effusion. Mais il y a eu une forme de respect. Le respect des nouvelles frontières que j'avais imposées. Personne n'a parlé d'argent. Personne n'a fait de reproches. C'était une paix fragile, mais c'était la paix. En partant, ma mère m'a retenu par le bras une seconde. Ton ami, Aurélien, il a l'air d'un homme bien. C'en est un, ai-je répondu. Tu es heureuse, m'a-t-elle demandé, et pour la première fois, j'ai cru déceler une lueur de sincérité dans ses yeux. Oui, maman. Je le suis. C'était la vérité. Mon bonheur ne dépendait plus de leur approbation. Il était à moi. Je l'avais construit moi-même, tout comme mon entreprise. Et cette fois, personne ne pourrait me le prendre. Cette nouvelle dynamique familiale n'était pas parfaite, loin de là. Mais elle était réelle. Et pour la première fois, elle était saine. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. La vie a suivi son cours, creusant de nouvelles rivières, adoucissant les rochers les plus pointus. Aurélien et moi nous sommes mariés. La cérémonie a été petite, intime, dans un jardin surplombant la Saône. Il n'y avait que nos amis les plus proches et quelques membres de la famille, ceux qui avaient été là dans la tempête. Mon père m'a conduite à l'autel. Sa main, posée sur mon bras, tremblait légèrement. En me laissant aux côtés d'Aurélien, il m'a murmuré à l'oreille, « Sois heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. » Ses yeux étaient humides, et j'y ai vu non seulement du regret, mais aussi de la fierté. Une fierté authentique, enfin. Ma mère et Gaspard étaient là, assis au deuxième rang. Ils ont applaudi, souri. Un sourire un peu triste, peut-être, mais sincère. La paix fragile que nous avions établie tenait toujours. Nous vivons aujourd'hui dans une maison que nous avons dessinée ensemble, Aurélien et moi. Une maison pleine de lumière, avec de grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur un petit jardin. Mon entreprise, Taï Rénovation, est devenue une référence à Lyon. Mais mon plus grand succès n'est pas professionnel. C'est cette paix intérieure que je ressens chaque matin en me réveillant. Le poids de l'obligation, de la culpabilité, de la recherche d'approbation a disparu. Je suis libre. Cette histoire m'a appris une leçon fondamentale. Parfois, l'acte d'amour le plus courageux envers sa famille n'est pas de tout donner, mais de savoir dire non. C'est refuser de maintenir un système toxique, même si cela signifie provoquer une crise. C'est établir des frontières saines, non pas pour exclure les autres, mais pour se protéger soi-même. Mon geste, en annulant ce virement, a été perçu comme une agression. Mais avec le recul, ce fut un électrochoc salvateur pour tout le monde. Il nous a forcés à faire face à nos propres démons, à nos propres responsabilités. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle peut donner, mais au respect qu'elle s'accorde. J'ai passé la moitié de ma vie à essayer d'acheter l'amour de ma famille. J'ai appris, dans la douleur, qu'un amour qui s'achète n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Mon histoire est terminée, mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir traversé de telles épreuves. Les conflits familiaux, les problèmes d'héritage, le sentiment de ne pas être vu ou apprécié à sa juste valeur, ce sont des blessures universelles. C'est pourquoi j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà dû faire face à une situation familiale toxique? Comment avez-vous réussi à poser vos limites et à vous reconstruire? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre histoire, vos conseils, pourraient être la lumière dont une autre personne a besoin pour trouver son propre chemin. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur la vidéo, cela aide vraiment la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.